Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la session plénière de notre colloque. Je veux vous présenter Madame Marie Rina Nikolov, qui est spécialiste de langue et littérature bulgare, professeure à l'INALCO, Paris-France. Et le titre de sa communication, de la littérature bulgare, une et nationale à l'espace littéraire bulgare, plurilingue et transnational. Alors, vous avez 35 minutes, madame. Merci, ça marche, oui. Est-ce que tout le monde parle français? Okay, I could maybe I apologize because my English is not very good. I don't practice it, and I didn't translate the titles of my slides. It would be better. I will try. This is a part of a more ambitious project to write a history of Bulgarian literature, of Bulgarian literary space, and to challenge the traditional literary history, traditional but actual, current. Thank you. Which is teleological, monolinguistic, and I would like to challenge notions such as backwardness, being ahead, and so on. For me, giving space to time with the notion of layings of space from Kozelek is useful and for my task. I begin with some quotations which I think useful and I like them. Édouard Glissant, il en a été question ce matin. Et j'aime bien cette idée des horloges littéraires, cette métaphore des horloges littéraires chez Orhan Pamuk. Alors, la littérature bulgare au sens moderne et occidental du terme littérature, se constitue à l'époque qu'en Bulgarie on appelle la Renaissance bulgare, qu'on traduit plutôt par réveil national, c'est-à-dire la seconde moitié du XIXe siècle. Et elle se constitue dans une perspective évidemment nationale et monolingue, dans l'adéquation une nation, une littérature, une langue. C'est aujourd'hui encore l'approche dominante dans l'historiographie littéraire, dans les manuels de littérature bulgare. Profitant des travaux et des réflexions qui sont menées depuis les années 1980 dans le cadre de ce qu'on a appelé désormais le spatial turn en sciences sociales, qui allait de pair avec le refus de l'eurocentrisme du cadre étroitement national et qui a donné d'ailleurs son impulsion à l'histoire globale ou mondiale ou connectée, ça dépend comment on veut l'appeler, je propose de donner de l'espace au temps, un espace, on le verra, horizontal mais aussi vertical, pour envisager comme objet d'étude donc l'espace littéraire bulgare et non la littérature ou le champ littéraire, et déplacer le regard du national vers le transnational en mettant au jour tout ce que la construction du national a voulu occulter. Circulation des hommes, des idées, des textes, le multilinguisme d'écriture, en ce qui concerne la littérature bulgare, l'arménien, le turc, le ladino, le grec. Le feuilletage des identités aussi à l'intérieur de la communauté orthodoxe, en ce qui concerne les territoires bulgares qui ont été pendant 5 siècles incorporés à l'Empire ottoman. Donner de l'espace au temps permet également de penser autrement les horloges littéraires dont parle donc Pamuk, du monde, en cartographiant sur la longue durée l'échange d'idées, de formes et de textes, en tenant compte aussi de la contemporanéité du non contemporain, au lieu de continuer à véhiculer les notions de retard, forcément associées à la période ottomane,
de développement accéléré ou de rattrapage, de développement intrinsèque, entre guillemets, que viendraient rompre des catastrophes, entre guillemets. Vision qui, d'ailleurs, je pense, est partagée par beaucoup d'historiographie littéraire nationale de nos régions. Cela me permettra enfin, par des passerelles et connexions, de concevoir une histoire décentrée de l'espace littéraire bulgare, qui sera chronologique, certes, mais qui évitera le linéaire, les relations de causalité et la perspective téléologique qui vont de pair. Donc d'abord, donner de l'espace horizontal au temps, cartographie des langues de l'espace littéraire bulgare, et je commencerai par l'institution d'un canon monolingue dans le cadre de la nation. Donc lié à l'émergence de l'idée nationale au milieu du XIXe siècle, puis à la construction d'un État-nation après 1878, le canon littéraire bulgare transmet, par les histoires de la littérature et les manuels, une littérature nationale monolingue, et ce, depuis la parution en 1887 et en 1896 des premières histoires littéraires, l'histoire de la littérature bulgare, Historia Bulgarskая littératura de Dimitar Marinov, et la littérature bulgare, manuel abrégé pour école secondaire et spécialisée de Alexander Theodorov Balan. La littérature bulgare y apparaît même pas comme un corpus, mais plutôt comme un ensemble de personnalités considérées a posteriori comme ayant œuvré par leurs écrits à l'émergence d'une conscience nationale, entre guillemets. C'est une conscience qui me pose problème, nationale aussi, mais bon. À la lutte pour une église et un État indépendant. Et les histoires littéraires qui suivent, comme la très riche histoire de la nouvelle littérature bulgare de Boyan Penev, 4 tomes parus entre 1930 et 1936, la récente histoire de la littérature bulgare de Svetozar Igov, parue en 2001, donc après la chute du communisme, mais encore très imprégnée de la conception marxiste de l'histoire, elle se présente, pour le dire en quelques mots, sous la forme d'un récit linéaire, téléologique, monolingue, fortement masculin, ancré sur le contexte politique national et faisant alterner contextualisation, monographie, présentation d'auteurs, d'œuvres, de courants, dont l'enchaînement fait apparaître des ruptures et des continuités dans le développement naturel de la littérature bulgare. Si l'on prend en compte en revanche tous les textes qui ont été copiés, écrits, imprimés sur les territoires qui forment la Bulgarie actuelle, on est frappé par une diversité et une richesse qui complètent notamment le constat habituel dressé d'une littérature indigente, si on s'accroche à la littérature en langue bulgare, quantitativement et qualitativement, durant la période ottomane du XIV au XIXe siècle, avant la formation sur le modèle occidental d'une littérature moderne, entre guillemets. Je reviens donc sur cette période ottomane qui est considérée comme les siècles sombres de Joux, The Dark Ages. En 1396, les territoires qui formaient le deuxième royaume bulgare sont conquis par les Ottomans. Ils font partie d'un immense empire multiethnique, multiconfessionnel et multilingue, organisé autour de communautés religieuses et non ethniques, jusqu'à leur détachement à l'issue d'une énième guerre russo-turque en 1877-1878. La littérature médiévale bulgare, donc celle d'avant la conquête ottomane, composée presque exclusivement d'hagiographie, de panégyrique, de traduction de textes religieux et poésie religieuse, byzantin, s'écrivait dans une langue, le vieux slave, puis la variante bulgare du slavon, ou slave d'église, qui depuis le XIIe siècle déjà a commencé à s'éloigner de la langue parlée. Durant les siècles qui suivent la conquête ottomane, en l'absence de pouvoir temporel et spirituel indépendant, d'institutions pouvant favoriser le développement des lettres bulgares, en l'absence d'imprimerie, étant donné le faible aussi nombre de personnes capables de lire, l'activité littéraire qui est concentrée dans des monastères, à Athos notamment, consiste à recopier les textes anciens, à écrire des hagiographies et à partir du XVIe siècle à composer des damaskini, recueils de textes de nature de plus en plus diverses, rassemblés autour d'un noyau dur,
formés, d'où leur nom d'ailleurs, par des traductions de sermons de Damascin le Studite et rédigés dans une langue de plus en plus proche de la langue parlée. D'où la représentation encore très répandue de l'Église orthodoxe comme gardienne d'une identité bulgare, représentation qu'il faudrait interroger elle aussi. L'historiographie bulgare fait de la période ottomane dans son ensemble, avant donc la Renaissance nationale, vous aurais-je donné, un bloc peu nuancé, dont elle transmet une image sombre, celle d'un joug, caractérisée par des conversions massives et forcées à l'islam, des tentatives d'assimilation, une situation de quasi-esclavage. Ce tableau ne correspond que très partiellement aux faits historiques mis au jour depuis une dizaine d'années par une nouvelle génération d'historiens qui a accès aux archives ottomanes. Le chapitre consacré à la littérature des 15e et 18e siècles de l'histoire de la littérature bulgare de Svetozar Igor est intitulé, et vous verrez que c'est très emblématique, « Lueur dans les ténèbres, la littérature vieux-bulgare à l'époque du joug ». Il commence par un tableau très sombre, l'invasion des asservisseurs, Polobiteli. Non seulement, l'invasion des asservisseurs dévaste le pays, villes et campagnes sont réduites en cendres, le joug étranger interrompt non seulement la vie politique des Bulgares, c'est aussi un coup dur porté à la culture bulgare. Je répète, c'est la dernière grande histoire de la littérature en date, donc qui date de la fin du XXe siècle. En réalité, cette période d'ailleurs pose un problème à l'historiographie qui ne sait comment la traiter. Dans la plupart des manuels de littérature, quelques paragraphes lui sont dédiés à la fin de la partie consacrée à la littérature médiévale, qui, en ce sens, s'étend généralement du 9e au 18e siècle, mais d'autres, comme Ivan Radev, par exemple, lui, il exprime son désaccord dans son histoire de la littérature bulgare à l'époque de la Renaissance nationale, puisque pour lui, au XVIe et au XVIIIe siècle, je le cite, on ne voit pas de prolongement organique de la tradition vieux-bulgare dans son aspect classique. La période classique des lettres vieux-bulgares vit son déclin durant la seconde moitié du XVe siècle. Donc, on voit que cette période ottomane pose un problème aux historiens de la littérature. Ce vide des histoires et manuels de littérature entre la littérature médiévale et celle dite de la Renaissance nationale, donc soit entre la fin du XVe siècle et celle du XVIIIe siècle, se trouverait pourtant rempli si l'historiographie littéraire s'intéressait à ce qui s'est écrit dans d'autres langues que le slave d'église et le bulgare, dans un espace littéraire incorporé à un empire qui était à l'opposé d'un État-nation. Et donc j'en viens à cette partie sur l'espace transnational et transethnique, marqué par le colinguisme et la diglossie. Je rappellerai aussi que les gouvernants de l'Empire ottoman n'interdirent aucune langue et n'imposèrent pas non plus l'usage ou l'enseignement du turc, que ce soit avant ou après l'époque des Tanzimat, les réformes mises en œuvre entre 1839 et 1876 par les sultans qui se succédèrent. Donc, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, il n'y a pas eu de langue interdite, il n'y a pas eu de langue imposée. C'était un espace de diglossie, avec des langues de prestige liées au culte, donc je pense à l'hébreu, je pense à l'arabe, au slave d'église, prestige lié à la culture, je pense au grec, à l'ottoman, au persan, et des langues de communication que l'on admit plus tardivement à l'écriture, le ladino, variante écrite du judéo-espagnol, le turc, le bulgare, l'arménien. Un espace de colinguisme donc, c'est-à-dire de langues, un assez grand nombre de langues coexistant avec des fonctions et des statuts différents socialement, politiquement et culturellement. Un espace aussi de feuilletage d'identités multiples, locales, régionales, ethniques, religieuses, dans une société qui était organisée en communautés, fait, structurée par la religion et qui ne connaissait pas vraiment la différenciation ethnique, au fonctionnement assez souple, fait d'arrangement avec le pouvoir ottoman. Cette diversité littéraire se révèle par morceaux dans les travaux de spécialistes des aires culturelles concernées,
sans susciter jusqu'à présent l'intérêt des historiens de la littérature bulgare. Or, l'histoire littéraire bulgare gagnerait indubitablement si la recherche n'était pas cloisonnée, par exemple entre chercheurs en littérature bulgare du XIXe siècle qui ignorent le contexte ottoman, qui ne connaissent pas le turc ottoman, indispensable à la compréhension des sources d'une part, et chercheurs en études ottomanes de l'autre. Les orientalistes, orientalistes comme ça qu'on les appelle, travaillant sur les bibliothèques et les manuscrits musulmans dans les territoires bulgares, mettent au jour une importante activité littéraire de rédaction et de copie qui commença au début du XVIIe siècle, s'intensifia au cours du XVIIIe siècle et se prolongea au début du XIXe dans les grandes villes à forte communauté, forte population musulmane. Plusieurs de ces manuscrits étaient destinés à enrichir des bibliothèques fréquentées par un grand nombre de lecteurs. C'était l'œuvre d'auteurs et de copistes, souvent liés aux confréries mystiques des Bektashi et des Halveti, qui les rédigèrent ou les copièrent principalement en arabe, mais aussi certains en persan, la poésie évidemment, et en turc ottoman, que ce soit à Sofia, qui était le siège du Beylerbey de Roumélie au XVIe siècle et qui attira un grand nombre de musulmans, à Samokov, où se forma une élite musulmane lettrée entre le XVIIe et le XIXe siècle autour de l'une des bibliothèques les plus riches des Balkans, à Shumen, au nord-est, autour de la grande mosquée Tombou de sa médressée, la bibliothèque du Vakıf, donc fondation pieuse, à Köstendil, sud-ouest, centre actif de soufis Naqshbandi, où furent rédigés des traités de soufisme, des hagiographies, des commentaires de mystiques, mais aussi des divans. Les archives nationales de Sofia, le musée juif de Sofia et la synagogue de Plovdiv conservent environ 14 000 livres anciens liés au judaïsme, imprimés pour la plupart en hébreu, certains en ladino, la langue des séfarades des Balkans. Talmud, Torah, Tanakh, Mazor, livre de questions-réponses, qui couvrent la période du début du XVIe siècle au milieu du XIXe siècle. Ces livres anciens ont été soit apportés avec eux par les Juifs chassés d'Espagne ou du Portugal au XVe siècle, soit commandés de grandes imprimeries italiennes, Venise, Bologne, soit imprimés dans les Balkans, principalement à Istanbul ou aussi à Salonique. Alors, ça c'était pour la période ottomane. Maintenant, les écritures de ce qu'on appelait les minorités dans l'État bulgare, donc entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Donc ce multilinguisme d'écriture se prolonge dans le cadre de l'État-nation bulgare jusque vers le milieu du XXe siècle. Un peu plus pour la littérature turque. L'annuaire de la presse périodique en Bulgarie, 1844-1944, de Dmitri Ivanchev, recense une cinquantaine à peu près de journaux et revues écrits en hébreu et en ladino, une soixantaine de revues et de journaux arméniens fermés après 1944, donc avec l'installation du pouvoir communiste, au profit d'un unique journal, Yerevan, de propagande socialiste, environ 70 périodiques turcs, contre moins d'une quarantaine dans la période qui suit, c'est-à-dire entre 1944 et 1985. En l'absence, concernant les livres maintenant, en l'absence d'études et d'analyses systématiques des livres publiés en ladino, le chercheur dispose des catalogues, et heureusement qu'on les a, établis par Gaëlle Collin, donc chercheuse française, et Michael Studemund-Halevi, chercheur de Hambourg, qui ont dépouillé les fonds de la bibliothèque de Plovdiv, des archives d'État de Sofia et le fonds Benjamin Arditi de la bibliothèque de Yad Vashem à Jérusalem. Il se trouve que, malheureusement, l'aile de la Bibliothèque nationale de Sofia, où étaient renfermés tous les manuscrits et livres juifs, en fait, eh bien, elle a été bombardée début 44, plutôt entre 44 et 45, par les Alliés. Les ouvrages publiés entre 1873 et 1946 en ladino en Bulgarie s'élèvent à environ 250. Donc on est loin, c'est loin d'être une quantité négligeable. Ils comprennent un nombre impressionnant
de brochures et d'imprimés sionistes, puisque le sionisme a débuté très vite, très tôt en Bulgarie, en 1896, des codes administratifs, des livres d'histoire, mais aussi des pièces de théâtre, des poèmes, des nouvelles, des romans, écrits principalement en caractères hébraïques, très peu en cyrillique, et d'après ce que j'ai vu, on peut compter sur les doigts de la main ceux qui ont été écrits en caractère latin après 1930. La grande émigration des séfarades de Bulgarie vers Israël, qui date donc des années 1948 à 1951, plus de 40 000 juifs partent en Israël, met fin à l'écriture en ladino. Les écrivains juifs qui sont demeurés en Bulgarie écrivent en bulgare, participant à ce que Deleuze et Guattari ont donc nommé littérature mineure. Comme d'ailleurs, c'est le cas par exemple de l'écrivain et traducteur, mort il y a 3 ans si je ne me trompe pas, Valéry Pétlov. Le catalogue des livres arméniens, édité en Bulgarie, établi pour la période 1885-1989 par Nelses Kasabian et Agop Gilligan, fait état de 381 titres en arménien et de 6 titres en arméno-turc, c'est-à-dire turc écrit avec les caractères arméniens. Ce sont les œuvres d'auteurs arméniens et d'auteurs étrangers et bulgares traduits en arménien. Entre autres, ce qui est intéressant d'ailleurs, ce sont des auteurs français prolifiques et absolument dédaignés par le canon littéraire français. Je pense à Michel Zévaco, bon, qui est assez connu, mais par exemple, Jules Marie, je pense qu'il y a assez peu de Français qui connaissent le nom de Jules Marie, ou de Jules Hermina, et il représente donc à peu près 40 romans, 43 récits et nouvelles, 32 recueils de poèmes, 37 pièces de théâtre et livrets d'opérette. Certains sont des textes importants pour la littérature arménienne, écrits par des écrivains considérés comme majeurs, d'autres l'œuvre d'écrivains qui ont vécu temporairement ou durablement en Bulgarie. À partir des années 1960, lorsque le régime communiste devient nationaliste et mène une politique d'homogénéisation et d'assimilation linguistique sur son territoire, les écrivains d'origine arménienne écrivent en bulgare. Je pense à la romancière Sevda Sevan, par exemple. Concernant la littérature, les livres écrits en turc sont quantitativement les plus importants, la littérature au sens restreint du terme. 50 titres sont édités entre 1920 et 1943, imprimés par des éditions turques de Plovdiv, Shumen, Sofia, Varna et Christoph. 89 titres, 45 recueils de poèmes, 44 titres de prose entre 1957 et 1969. Ces textes sont inconnus en Bulgarie. Ils sont rangés dans des dépôts situés en dehors de Sofia, quasiment inaccessibles, alors qu'en Turquie, ils sont inclus dans le 8e tome de l'histoire de la littérature turque hors de Turquie. À ce jour, aucune recherche n'a été menée en Bulgarie, ni en Turquie, pour mettre cette littérature en perspective avec les littératures bulgares et turques. En 1989, année de la grande expulsion, cet horrible euphémisme, 360 000 Turcs sont autorisés à immigrer en Turquie entre juin et août, après les années de conflits et de tensions qui ont fait suite au fameux processus de renaissance mené dans la violence en 1985 à l'encontre des Turcs. Ils ont dû renoncer à leur nom et en adopter un, slave et chrétien, puisque, selon la propagande gouvernementale, il s'agissait de les faire renaître à ce qui aurait été leur véritable identité, bulgare et chrétienne, perdue à l'époque ottomane. Donc vous avez quelques petits spécimens. Et ce que je trouve intéressant, je serais bien incapable, alors aussi heureusement il est en bulgare, ce que je trouve intéressant, vous voyez, avec la page du journal écrit en ladino en caractères hébreux, c'est que vous avez 3 alphabets. Hein. Le titre est aussi en bulgare, Vesnik Sokorovichteto, donc ça veut dire le trésor, et vous avez aussi Haïm, Kamelman et Ruschuk, donc la ville, écrit en alphabet latin. Donc là on a 3 alphabets qui sont mêlés. Vous avez le journal Erevan, et puis vous avez Tuna, donc le journal qui était Danube, en turc ottoman. Et puis ça c'est un sigil, donc un texte administratif en fait,
rédigé en turc ottoman. Alors, donner de l'espace au temps, vertical cette fois-ci, permet aussi de penser autrement les horloges littéraires. Donc je mets en question la notion de retard et la notion de développement accéléré. À plusieurs reprises, les acteurs même de l'espace littéraire bulgare ont pensé ce dernier comme en retard par rapport à l'Europe. Selon un schéma de pensée répandu depuis la première moitié du XIXe siècle jusqu'à présent, l'Empire ottoman, tenu pour arriéré, est responsable de l'isolement dans lequel les territoires bulgares ont été maintenus par rapport à l'Europe occidentale pendant 5 siècles. L'historiographie traditionnelle, sous-estimant d'abord le rôle de l'Église orthodoxe dans ce retard entre guillemets, mais sous-estimant aussi la portée des réformes entreprises par les sultans, ainsi que les contacts incessants, économiques mais aussi culturels, entre l'Empire et l'Occident. En 1955, l'idée de développement accéléré de la culture a été théorisée par le critique soviétique Gatchev, incité, du fait de ses origines bulgares, à travailler sur l'histoire de la littérature bulgare, alors que de son propre aveu, il avait des appétits globaux, le désir de penser, dit-il, à l'échelle mondiale. Il avait un penchant pour la conceptualisation et la théorie, et il disait préférer Hegel quand il voulait lire pour son plaisir. Je rappellerai que la conception de cet ouvrage précède de peu le dégel, et que son auteur, fils d'un émigré bulgare, un émigré bulgare communiste par idéal, qui avait fait un détour par la Belgique et la France, était venu s'installer en Union soviétique, a été évidemment, comme beaucoup, victime des purges donc staliniennes, et il est mort dans la Kolyma. Donc, je voudrais dire aussi que Gatchev n'avait que 26 ans lorsqu'il a écrit cette conceptualisation, et il faisait preuve d'une ampleur d'analyse et d'une ambition peu commune. Par-delà l'exemple concret bulgare, il visait, je le cite, la reconstruction logique de l'ordre régulier et successif du développement culturel et littéraire mondial. La thèse, que je vais très fortement résumer ici, a été maintes fois reprise par l'historiographie bulgare. Donc, cette thèse, c'est quoi? Le développement de la Bulgarie a été interrompu par le joug turc de 5 siècles, après quoi le pays revient à la vie, d'où l'idée de renaissance, et son développement culturel accomplit en un demi-siècle le chemin qui, en Angleterre ou en France par exemple, a duré plusieurs siècles, un millénaire. Cette idée de retard, imputée à l'Empire ottoman, revient également comme un leitmotiv sous la plume des écrivains et des critiques bulgares tout au long du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. Modernité rime avec européanité, rattrapage du retard pour synchroniser la littérature bulgare avec la littérature russe et occidentale. L'Europe apparaît comme la mesure de la civilisation, du progrès mondial et de la modernité, contrairement à ce qu'on appelait la Turquie d'Europe, jugée en retard sur les plans économiques, culturels et politiques. En 2003, dans un article pointant les problèmes de toute périodisation en histoire, l'historien Roumen Daskalov revenait sur l'ouvrage de Gatchev et plus généralement sur la manière dont on a internalisé dans les Balkans le discours orientaliste occidental. Il cite à ce sujet, et vous avez la citation sous les yeux, ce que Alexander Kiosev appelait autocolonisation. L'une des manifestations de ce pouvoir asymétrique est la colonisation du temps même par le centre européen sous la forme d'une universalisation, ce qui veut dire qu'il se conçoit comme axe temporel unique, gouverné par un eschatologisme progressiste. Il en résulte le fait que les cultures nationales périphériques se voient comme en retard, en arrière, par rapport au chemin accompli par le modèle, jeune, immature, infantile, sur le mode des manques et de l'absence. 10 ans plus tard, la question d'un temps normé et universellement validé, de la théologie qui va de pair, est toujours posée, donc en 2013, notamment par l'historien et économiste danois Hagen Schultz-Forberg, dans le cadre de ce qu'il appelle Global Conceptual History. One essential precondition for such a global conceptual history
is the exclusion of any form of temporalities of difference, or what can be called progressive comparison with Koselleck. Historical actors have continuously performed on the basis of such a line of thought which refers to notions, models, and their emulations, of being temporally ahead and behind, of being advanced and in need of catching up, of installing roads towards successful development, of who should be part of the race and who should be excluded. The important task for global history is thus to take normativity and the theology produced by progressive comparison out of the theoretical approach and out of the hidden a priori, sometimes found in the questions asked. Comment en effet échapper au centrisme ouest européen sans négliger le fait que Paris, Londres, Berlin aient été pour les Balkans des Greenwich littéraires, pour reprendre la formule de Pascal Casanova? Comment mettre en perspective, sans les comparer, en termes d'avance ou de retard, les temporalités propres à chaque espace littéraire au sein de l'espace mondial? Ah, j'ai été... Alors, d'une part, donc, cartographie d'une part et contemporanéité des noms contemporains d'autre part. Là encore, donner de l'espace au temps peut nous aider dans deux directions. Donner au temps de la longue durée historique, Brodel, de l'espace horizontal, mais aussi de l'espace vertical, les strates de temps de Koselleck. La cartographie d'un événement, d'un phénomène, d'idées, de genre, on pense à Moretti au roman européen, même si finalement ça ne va pas très très loin finalement, de textes et de leur traduction, permet d'en suivre les trajectoires avec tous les changements et transformations qui viennent les enrichir, les métissages, je pense à la réflexion menée sur le métissage par Alexis, les hybridations qui peuvent résulter de ces transformations. Ces déplacements sur la longue durée sont porteurs d'informations précieuses pour l'historien de la littérature, et c'est le trajet même qui devient intéressant, qui exclut de facto les notions de retard ou d'avance. Les suivre sur la longue durée relativise d'autre part ce qui nous paraît, à l'échelle d'une vie humaine, asynchronique. Donner de l'espace vertical au temps peut s'avérer fructueux pour penser les horloges littéraires du monde, en prenant acte de la pluralité fondamentale des temporalités, dont Herder avait déjà eu l'intuition. Je cite, « Il existe donc, on peut l'affirmer hardiment dans l'univers, en un seul temps, une multitude de temps. » Multitude de temps théorisée par Koselleck comme strate de temps au sein de ce qu'il appelait une sémantique des temps historiques. Elle lui permettait de dépasser l'alternative entre synchronie et diachronie, entre temps cyclique et temps linéaire, d'englober ce qu'il appelle la simultanéité du non simultané, ou bien contemporanéité du non contemporain, d'échapper à la linéarité en saisissant la coexistence de différentes strates temporelles, de l'ancien et du moderne, de la tradition et du nouveau au sein d'une même culture, d'une même société, d'une même littérature. Je cite, « L'histoire ne se laisse pas enclore dans un schéma diachronique unilinéaire. Toute synchronie de la vie quotidienne contient en elle des diachronies différentielles. » La prise de conscience de structures qui se répètent mais jamais sous la même forme, qui changent lentement, fait appréhender non pas une temporalité unique, homogène et continue, mais une expérience plurielle du temps, ce qui renverse encore une fois la notion de retard qui supposerait qu'il y ait une seule marche du temps. C'est en dialogue avec Koselleck que Hartog a conçu son idée d'ordre du temps et de régime d'historicité qu'il définit comme modalité de conscience de soi d'une communauté humaine. Je le cite, « Il n'est pas question de se priver de toutes les ressources d'intelligibilité apportées par la reconnaissance de la pluralité du temps social, de tous ces temps feuilletés, imbriqués, décalés, chacun avec son rythme propre, dont Fernand Brodel, suivi par beaucoup d'autres, a été le découvreur passionné. » Se référant à Lévi-Strauss, Hartog propose lui aussi de déplacer le regard du temps vers l'espace pour mettre en perspective la notion de progrès qui ne peut se concevoir pour lui que dans la pluralité des sociétés. Je le cite, « Les formes de civilisation que nous étions portés à imaginer comme échelonnées dans le temps
doivent bien plutôt être vus comme étalés dans l'espace. Il n'existe pas de société cumulative en soi et par soi. Une culture isolée ne saurait être cumulative. Concrètement, donc, si je prends l'exemple de la prose bulgare, au lieu de répéter le traditionnel « il faut attendre 1860 pour que paraissent les premières nouvelles » ou bien « ce n'est qu'en 1860, etc., etc. », il me semble bien plus intéressant, premièrement, de l'inscrire dans une cartographie du roman mondial. On se rendra alors compte que le roman bulgare est contemporain de beaucoup d'autres romans, que peut-être même il apparaît avant d'autres romans. Cette cartographie sur le long terme de la durée fait apparaître visiblement l'inanité à comparer les littératures en termes de retard ou de précocité. D'interroger les strates de temps qui vont porter, imprimerie, instruction laïque, standardisation d'une langue littéraire, diffusion, les strates de temps dont il est lui-même porteur, strates d'agiographie, le modèle médiéval dominant, de tradition orale avec ses répétitions, ses anaphores, ses structures cycliques, de dialogue avec les œuvres littéraires d'autres littératures, hybridité de formes anciennes qui sont revisitées. Il y a donc nécessité de dépasser l'échelle nationale pour se placer à l'échelle d'un monde polycentré, aux temporalités et régimes d'historicité plurielle. Et pour conclure, donc, pour une histoire décentrée de l'espace littéraire bulgare, enfin, dans le sillage des travaux de collectifs qui sont d'ailleurs très souvent internes et externes, ça me semble très important, de la littérature française par exemple, c'est une équipe de chercheurs à la fois français et américains. Moi, ce que j'ai envie de faire, ce serait une équipe avec une française et des bulgares. Donc, dans le sillage des travaux de collectifs coordonnés par Denis Ollier sur l'histoire de la littérature française, ou par Patrick Boucheron sur son histoire mondiale de la France qui a fait grincer bien des dents, l'histoire de l'espace littéraire bulgare à laquelle je travaille se veut chronologique, mais non linéaire, sous forme d'essais appelés par une date agrafe, donc je reprendrai la matrice de Ollier qui me semble féconde, qui problématiseront, établiront des liens par des systèmes de renvoi, feront apparaître des convergences, des dynamiques, ainsi que la contemporanéité du non-contemporain. Par la cartographie des événements littéraires, enregistrant la pluralité des temporalités des différentes cultures sans centre ni modèle, par la prise en compte du feuilletage de strates temporelles, donc cette simultanéité du non-simultané, non seulement entre des cultures différentes, mais au sein d'une littérature, d'une culture elle-même, elle se donnera pour but de rendre compte des mouvements, des contacts, des heurts, des dialogues, de la richesse de formes et de genres qui en résultent. Échappant à la périodisation qui fige des tableaux statiques au lieu de rendre les dynamiques et les circulations d'hommes, d'idées, de textes, elle ancrera l'espace littéraire bulgare dans une perspective plus large et sera l'œuvre donc d'un collectif franco-bulgare pour que le regard porté soit décentré. Elle invitera donc à dépasser la perspective nationale isolatrice pour replacer cet espace littéraire dans son contexte régional, pour l'inscrire dans un monde qui, comme le disent excusez-moi, leur nom ne me vient pas comme ça, mais une expression que j'aime beaucoup, un monde qui ne danse pas au même rythme ou dans la même direction. Je vous remercie. Communication très intéressante. Et comme ça, nous pouvons continuer notre session. S'il y a des questions, on peut poser. Nous avons encore à peu près 15 minutes de temps. Alors, qui va commencer? Yes. I was very interested in the concept of auto-colonization. You suggest this is the concept concerning Bulgarian and peripheral cultures, yes? How is it related, if you are familiar with the concept of self-colonization of Russian nation and Russian culture developed by Alexander Etkind? So he has the whole study, research about this, saying that actually Russia was self-colonizing itself through its imperial discourse. So it's
internal colonization. Yes, so auto-colonization of peripheral nations and internal colonization of big imperial power. Do you think they can be related to each other, and or do you think that's completely different notions? Excuse me, I will answer in French. Okay, and okay, but I will understand it. Si j'ai bien compris votre question, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je dirais pas particulièrement entre cette idée il se trouve que j'ai cité cette idée qui est de la plume donc de Alexandre Piorcef, mais c'est une idée qu'on trouve aussi pour les anciennes colonies anglaises, par exemple. Ça a été, je crois, aussi développé pour les littératures indiennes, pour les littératures. Donc, je crois que c'est une idée qui finalement n'est pas très originale d'ailleurs, et qui est développée par tous les espaces littéraires qui viennent d'anciennes colonies. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question. English, but if you answer in French, I think it doesn't make any sense for me, because I could also, my French is non-existent, but I try to understand something from slides and some familiar words, and the question reflects more or less my situation, our situation of diplomacy or polyglossy, and you showed that simultaneously in Bulgaria existed newspapers and books in Armenian, in Turkish, Arab, lots of languages, which is similar to Georgian. The question is, do these literatures or these languages or literatures of these languages communicate with each other, or they just exist simultaneously, synchronically, but without any relation? I will try in English, but I'm not sure that I can. My colleague, Bernard Loville, who is historian in ALCO, and is a specialist of Balkan history, he has a sentence which is, in French, maybe someone could translate for you. Well, I will try. The Ottoman Empire had developed an art of living, de coexister, mais pas de vivre ensemble. Of living, but not all together. I think that there was not really. But it was 19th century, already after Ottoman left. So it's Bulgaria. I started from 15th century, yes, to. It was a problem really for Turkish writers because they knew that they will be written, être lu, written only by Turks. They knew that they are living in Bulgaria, 9 million persons, but they knew that Bulgarian people cannot read them. So it was really a problem for them. You mentioned Georgy Gachev. What did I mention? Georgy Gachev. Mm-hmm. He lived in Nalchik, I know, and he wrote some works about this republic, and there were very many mistakes. And there was his jubilee commemoration day 3 years ago, and I participated. No one has said that he was not local. And it was a news to me that Gachev is not considered Kabardian or
So he lived, and his family still is in Nalchik. At Nalchik. Nalchik, the city, town, Nalchik. Yes. He lived there, he died there. He visited Tbilisi, by the way, and wrote a distorted book. So maybe it is another Georgi It's Gachev. another because this one, I think that he has. But the dates coincide. He died in that day. So In Moscow. I think this is the one and the same person. So This one was living in Moscow. I phoned to him from Paris to Moscow. when? Before he died. Maybe he moved from Moscow to Nalchik. I don't know. Okay, that's He it. died in a train accident in Moscow. That is not well, he lived at some period in Nalchik, and his daughter lives there. That's all right. So that was news to me. Merci de me faire découvrir cet univers que je ne connaissais pas. En fait, peut-être parce que je ne le connaissais pas, j'ai une grande naïveté par rapport à cette problématique, mais je pense automatiquement à l'Empire austro-hongrois, dans lequel il y avait différentes nationalités et différentes langues. Mais pour moi, ce qui reste un problème, c'est le problème de la langue, justement. C'est-à-dire que dans l'Empire austro-hongrois, qui était d'une certaine manière un empire à partir de 1867, jusqu'au début du XXe siècle, un espace de grande liberté pour la création littéraire, entre autres. Mais la langue restait la langue de référence, même si d'autres langues vivaient, restait la langue allemande, qui devint ensuite un instrument de pouvoir, mais pendant un temps, elle resta quand même la langue de la littérature, sans forcément de lien au pouvoir. Je pense aux écrivains de Tchernovitz, par exemple, qui n'avaient pas de pouvoir parce qu'ils n'étaient pas représentés au Parlement national. Comment éluder? Est-ce qu'on doit éluder cette question de la langue et comment rendre, créer un espace avec différentes langues? Quel est justement ce qui va unifier cet espace ou qui va lui donner une unité? Oui, en fait, tu me poses une colle parce que le travail que je mène est une étape. Hein. Et pour moi, déjà, à cette étape, c'était de mettre au jour ce qui n'existe pas. Donc, encore une fois, les histoires littéraires bulgares, la littérature bulgare, c'est quoi? C'est ce qui s'écrit par des bulgares en bulgare. Bien. Donc déjà, pour arriver à mettre au jour tout ce colinguisme, c'est très compliqué parce que l'information est extrêmement difficile à obtenir, étant donné qu'elle est parcellaire, hein, comme je disais. D'un côté, il y a les ottomanistes qui savent quelque chose, de l'autre côté, il y a... Alors, ça a été très très difficile. Curieusement, en Bulgarie, je n'ai trouvé personne qui puisse me renseigner pour ce qui est ladino et hébreu. Alors, aux archives nationales, effectivement, la personne qui s'occupe du service est tout à fait compétente, mais à l'université, on me dit, bah non, le ladino, ça ne s'écrivait pas. Et donc, il a fallu, c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si je remercie, il a fallu que je passe quand même par Marie-Christine Born-Varoy de l'INALCO, à qui je parle de mon étonnement, qui m'a parlé des travaux de Gaël Collin, de Michael Stodemont-Halevi. Ça a été compliqué. L'arménien, c'est donc un catalogue. Alors, après, le problème auquel je me heurte, c'est que moi, je ne peux faire qu'un travail de compilation et d'information. Je ne connais pas le ladino, je ne connais pas l'hébreu, je ne connais pas l'arménien, je ne connais pas le turc, je ne connais pas l'ottoman.
je peux faire, c'est mettre au jour tout cela, enfin, voilà, le faire ressortir comme un ensemble, mais qui effectivement est un ensemble coexistant, ça ne veut pas dire que ça vit ensemble, en espérant susciter l'intérêt de personnes qui, eux, pourront aller beaucoup plus loin. Oui, davantage une question, c'est plus un questionnement donc par rapport à ce travail que nous faisons là pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension de ce que pourrait être un espace littéraire, multitemporalité, strate temporelle, mais par rapport à quelle pensée du temps? C'est-à-dire, je crois que les choses, est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte le fait que dans les traditions qui sont représentées, par exemple celle dont tu as parlé, il y a des conceptions du temps qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une définition de la temporalité. Ne serait-ce que si on prend le prisme religieux, les calendriers religieux ne sont pas les mêmes. Donc ça rend les choses encore plus complexes. C'est-à-dire que oui, d'une part, il y a une espèce de contemporanéité de ce qui n'est pas contemporain, mais même la notion même de contemporain, c'est-à-dire d'un moment dans la temporalité, elle-même doit être sujette à des révisions critiques, j'imagine. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Surtout dans le cas, je veux dire, là, c'est très évident. Enfin, dans le cas des trois monothéismes, il y a trois calendriers différents, voire plus d'ailleurs dans le cas de la chrétienté. Oui. Encore une fois, bon, je profite de ce genre de colloque pour tester un peu. Alors, quand tu dis que tu es naïve, Béatrice, justement, si tu veux, quand tu es trop dans certaines choses, tu ne poses pas de questions. Donc, en fait, je dirais que je ne fais que commencer un travail qui demande effectivement... oui, Alexis, merci de m'aiguiller aussi sur ce point. Non, j'ai pas réfléchi. Simplement, je ne veux pas monopoliser. Je pense effectivement à quelqu'un qui appartient malgré tout à la littérature bulgare, qui est Elias Canetti. Dans ses mémoires, il joue sur ces chronologies différentes. Donc lui-même joue sur le calendrier juif, le calendrier bulgare, le calendrier occidental non bulgare, etc., etc. Donc je pense que là, il y aura une ligne de recherche à ouvrir. Des questions? J'ai une question. J'avais parlé de Yad Vashem, de musée Yad Vashem. J'ai une question, comment est la culture bulgare présentée dans ce musée? Culture et la littérature, ou surtout les écrivains juifs non, qui viennent de Bulgarie. Non, je ne sais pas. Moi-même, je ne suis pas allée à Yad Vashem. Je dis simplement que les deux chercheurs, Gaël Collin et Shodé Montralevi, ils se sont rendus compte que les plus grands fonds de textes, de livres qui ont été écrits en ladino, qui étaient des livres qui ont existé sur les territoires de la Bulgarie actuelle, et bien c'est surtout, donc on les trouve dans une bibliothèque, la bibliothèque de Plovdiv, la deuxième ville de Bulgarie, et le fonds de Arditi de Yad Vashem. Oui. S'il n'y a pas de questions, alors merci beaucoup.